Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est pas totalement analyse technique, mais comment se constitue un portefeuille sur 4 niveaux. Parce que je dirais encore aujourd'hui, avec les discussions que j'ai eues avec certaines personnes, je vois il y en a, ils partent à fond dans la spéculation, et c'est des gens, ils pourraient être sur un siège éjectable, quoi. Quand je parle comme ça, c'est ils mettent tous leurs capitaux dans un compte spéculatif et hop, game over. Donc je dis, quand on est jeune, c'est vrai que là, il n'y en a pas beaucoup de jeunes dans la salle, mais bon, je dirais, ce qu'il faut penser, Macron, c'est pas quelqu'un de bien, on le voit par rapport à la rue, mais il a fait une chose de bien, c'est le PER. Donc, si on regarde, bon, moi, je proposais une façon de se construire un patrimoine assez dynamique quand même, parce que bon, quand je dis 4 niveaux, bon, il y a le premier niveau, c'est le PER et l'assurance vie. Donc pour les jeunes, il faut plutôt miser sur le PER. Les gens entre 40 et la fin de vie, c'est plutôt l'assurance vie. Bon, à 40 ans, on continue. Hein, si on a un PER, on continue maintenant jusqu'à la retraite. Et si on est déjà à un certain âge, bon, c'est plutôt l'assurance vie. C'est pour donner des types d'enveloppes. Et aujourd'hui, les assurances vie, c'est autre chose que comme on les voit. C'est-à-dire, il y a eu pas mal d'améliorations. Bon, deuxième niveau, c'est le PEA. Donc le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui est quand même une des plus intéressantes parce qu'on paye que des charges sociales dessus. Il n'y a pas d'impôt sur le trading en tant que tel. Alors que dans les comptes titres, bah, c'est à 20 et quelques. Donc ça fait, si on rajoute les charges sociales, on est à 37%. Donc ça fait un peu mal sur les bénéfices. Et après, bon, le dernier niveau, bon, quand on a aussi un compte titre, c'est faire un compte de spéculation. Alors là, vous en avez plein. Hein. Vous avez IG Market, vous avez IT, XT, là, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il y a Self Invest aussi pour faire les futurs. Moi, je suis plutôt un ancien des futurs. Donc, bon, après, chacun choisit ce qu'il a besoin pour lui. Mais grosso modo, quand on regarde ce qu'on peut obtenir avec un PER, une assurance vie, un PEA, aujourd'hui sur les assurances vie, vous pouvez loger de l'immobilier. Il y a même des fonds sur celles que moi j'ai choisi, aussi bien le PER que l'assurance vie, parce que j'ai les deux. Vous pouvez avoir de l'or, des matières premières, du pétrole, des mines, ce que vous voulez en fait. On peut avoir les 5 classes d'actifs. Bon, c'est pas très développé dans les monnaies parce qu'on peut avoir du dollar. Il y a quelques fonds qui sont libellés dans des monnaies étrangères, mais déjà d'avoir la possibilité de placer ses capitaux pas en euros et en dollars, mais en dollars, ça donne au moins un premier niveau de diversification. Alors, Philippe Thévenot, ici présent, a trouvé la bonne formule pour allier, je dirais, à la fois ceux qui aiment spéculer d'un côté et ceux qui ont une gestion plutôt bon père de famille de l'autre. Voilà, donc il a trouvé le parfait équilibre entre les deux. Et c'est le sujet qu'on va voir avec lui aujourd'hui. Alors, ce que je te propose, c'est de développer justement chacun de ces niveaux, hein, afin qu'on puisse les comprendre et mieux les appréhender. Alors grosso modo, moi je conseille le niveau 1 là, sur PER Assurance Vie, c'est de mettre à peu près 50% du capital financier. Et puis de le gérer avec des perspectives long terme. Donc moi j'utilise, je viens de l'analyse technique, hein, j'étais un des premiers, j'ai traduit tous les étrangers, les Américains, les Allemands, les Japonais qui sont venus sur le salon du trading depuis 20 ans. Donc moi je suis sur les marchés, j'ai commencé après le crack de 87. Bon, j'étais un peu un débutant, mais depuis 87 l'eau a coulé sous les ponts. Et je m'aperçois qu'en fait, chaque année où je viens, je rencontre des gens, je le disais tout à l'heure, ils font que de la spéculation et pour eux c'est leur seule perspective. Sauf que bon, la spéculation, ou ça marche pas. Et il y a beaucoup plus de gens pour qui ça marche pas et qui laissent des plumes. Donc, de faire ce que je propose, ça permet déjà
de s'aguerrir un peu avec les marchés financiers, d'avoir plusieurs niveaux d'intervention. Bon, après, là, je suis en train de regarder, il y a une nouvelle société qui s'appelle Finari, qui permet d'intégrer, si vous avez plusieurs banques, plusieurs assurances, des assurances vie, des PER, des trucs, donc d'avoir une fenêtre où vous allez gérer tous vos actifs financiers. C'est une start-up qu'on appelle les FinTech, qui permet de gérer tout ça. Donc voilà, moi j'ai fait des pourcentages idéaux. Hein. Sur le niveau 1, vous mettez 50% du capital. Sur le PEA, vous mettez 30%. Sur le compte titre, vous pouvez faire 15% de ce qui vous reste. Et pour la spéculation, 5% du capital. Et on se le fait soi-même. Voilà, on se le fait soi-même. Et bon, ce qui est intéressant dans ces approches-là, bon, c'est sûr, si on a des tout petits capitaux, bon, si on a 10 000 euros à mettre, bon, effectivement, on va faire plutôt, on va commencer par faire un PER, parce qu'en plus, le PER, l'avantage, c'est que c'est défiscalisant, hein, c'est-à-dire, vous avez sur chacun vos fiches d'impôt, vous avez des petites enveloppes qui vous mettent votre plafond à mettre dans le PER. Donc, en général, on ne va pas tout consommer en une année. Déjà, quand on met, moi, je mets 10 000 chaque année et ça donne à peu près 3 000 d'impôts en moins. Voilà. Donc, bon, après, ça dépend de la tranche. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, chacun va adapter en fonction de son profil. Et derrière, dans le PER, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez tous les actifs possibles. Bon, après, je parlais d'une approche patrimoniale différente. Bon, moi, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Harry Brown. Lui, il faisait 4 cadrans. Aujourd'hui, on peut même mettre un peu d'immobilier dans le portefeuille. Donc, on peut avoir les 5 classes d'actifs pratiquement dans ces approches. Le PEA, c'est pareil. Les gens ne le savent pas, mais on peut vendre le SP500 dans le PEA. On peut vendre l'Eurostoxx, on peut vendre le CAC. Donc, on a des moyens, si les marchés sont pas fameux, d'être positionné à la baisse. Parce que dans le PEA, il n'y a pas énormément de fonds de trésorerie. Il y en a quelques-uns. Il y a des trucs c'est comme des SICAV monétaires, en fait. Mais ça permet de parquer l'argent. Moi, je suis chez Boursorama. Il y a un truc de la Société Générale qui permet d'acheter. Il y en a chez Amundi aussi. Enfin, peu importe, hein, faut prendre quand les marchés sont risqués comme en ce moment, là, parce que en ce moment, si vous voulez, moi je pense que là, on revient sur les points hauts, mais c'est pas certain qu'on les dépasse. Là, en ce moment, bon, c'est le moment d'avoir de l'or. Alors, quels sont les outils que tu utilises du coup pour pouvoir te positionner sur ta stratégie en particulier? Tu parles d'outils techniques? Des outils techniques, tout à fait. Alors, en analyse technique, moi je fais beaucoup comme je me positionne sur du long terme, je fais des ratios ou des études de force relative. Un exemple, c'est le SP500 divisé par l'or. Là, on est sur un point, je dirais, on est sur un point chaud. On est sur un point très chaud. Si tu veux, montre le graphique. Ouais. Il est pas tout à fait à jour parce que je l'avais tiré et puis il n'était pas. Mais il est presque à jour. On voit déjà la cassure. Parce que l'or a bien monté et là, ça fait que de monter depuis un mois. Non, c'est le suivant. C'est celui-là. Là. Bon, voilà. Vous voyez là sur l'or, le SP500 divisé par l'or, on a cassé. Et c'est un canal qui existe depuis la crise du subprime. Donc, si jamais l'or continue pas mal à monter et puis le SP500, lui, baisse dans le même sens, on a un effet de ciseau. Donc, pour les marchés financiers, ça va pas être bon. Donc, dans les portefeuilles, voilà, on va encore augmenter le pourcentage d'or. Et là, le pétrole, il commence à frémir. Le pétrole, en ce moment, c'est un peu dépendant de la conjoncture économique. Donc, des fois, le pétrole, lui, c'est un peu un faux frère. L'inflation,
L'or performe super bien dans les périodes inflationnistes. La dernière fois qu'on a eu cette conjonction, c'était dans les années 70. On sait, l'or, il est passé de 60 dollars à 800. Donc là, on a fluctué depuis quelques années entre 1600 et 2000. Là, on a une grosse période inflationniste depuis la sortie du Covid et la guerre d'Ukraine qui a fait des pressions sur des matières premières, sur des échanges internationaux. Donc voilà, là on est un peu à ce point d'équilibre. Donc c'est à suivre. Moi, j'ai pas de religion. Je suis pas en train de vous dire qu'aujourd'hui il faut faire all-in dans l'or et puis bon, les marchés faut vendre. Faut suivre. Là, on a des éléments. C'est relativement important parce qu'on a un canal de tendance quand même de long terme. Il y a 13 ans et quelques en ligne. Donc, si on casse ça sur le ratio SP500 or, moi, je donne pas cher du marché. Et puis, il y en a des objectifs à la baisse. Donc, je suis pas là pour prédire le cataclysme ou quoi que ce soit, mais voilà, en regardant des ratios de marché, ça vous permet, c'est des analyses de plus long terme, mais ça permet un petit peu de pondérer, parce que bon, au salon de l'analyse technique, souvent on dit vous êtes haussier ou baissier, là, qu'est-ce que vous pensez pour dans 3 à 6 mois? Bon. Des fois, avec ces méthodes-là, on regarde des trucs, on trouve des points chauds et ça permet de changer un peu les affectations de portefeuille. On se positionne sur du plus long terme. En fait. Donc après, moi, j'utilise des trucs classiques, des moyennes mobiles, les bandes de Bollinger. Moi, j'ai des indicateurs que j'ai récupérés, fabriqués et améliorés. Donc j'ai un indicateur synthétique qui s'appelle InSync, et puis je l'ai un peu amélioré. C'est un composite de plein d'indicateurs. Donc ça me permet d'en avoir un seul dans ces catégories que vous avez, Momentum, MACD ou autre. Voilà, ouais. Dans la catégorie des oscillateurs. Et j'en ai un autre que j'utilise, que j'aime beaucoup, qu'on peut trouver. C'est Cynthia Case qui l'a inventé. Il s'appelle Peak Oscillator. Il est extrêmement performant, il est issu d'abord du marché pétrolier, mais c'est un oscillateur, quand il y a un extrême, il vous donne une indication avant que les choses se passent. Donc quand vous avez un extrême qui se passe en haut ou en bas, si c'est une trop grosse baisse, ça peut vous permettre de vous aider à vous positionner avec d'autres types d'indicateurs pour trouver les retournements de marché. Ça fait partie de la boîte à outils. En fait, j'utilise pas mal de choses. J'ai aussi sur Metastock, j'ai développé des experts avec des outils qui sont proposés par Tom DeMark, par exemple. Je vais avoir une question pour toi qui est bon, aujourd'hui, tu nous as présenté le portefeuille que tu as aujourd'hui, le découpage et la part que tu accordes à chacune des classes d'actifs. Bon, après, il faut l'adapter par rapport à chacun, parce que comme j'expliquais, s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de capitaux, découper les capitaux en 4 niveaux, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Mais dès qu'on a un certain capital, oui, d'avoir ou un PER si on a une perspective par rapport à la retraite, parce qu'en plus ça fait des gains fiscaux, ça baisse les impôts. Chaque fois que vous mettez, c'est retiré de votre enveloppe fiscale, donc ça produit des baisses d'impôts. Après, si vous gardez ça, vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 25 ans, on la retraite 64 ans, merci monsieur Macron. Si vous avez 40 ans d'historique de PER et que vous n'êtes pas trop mal démerdé, vous n'avez pas fait de planton dans la gestion des capitaux, quand ça a capitalisé pendant 40 ans, ça peut faire des sommes importantes. Et moi-même, j'aurais pu me l'appliquer parce que moi, j'ai fait beaucoup de spéculation. J'avais participé au concours des 50 000 euros du salon du trading en 2012-2013. J'avais battu des Américains. Bon, mais voilà, moi j'aime bien le trading. Mais c'est vrai que moi, je me suis pas trop posé ces questions patrimoniales parce que j'aimais pas en fait l'approche patrimoniale. Et la différence que moi je veux apporter, c'est que je pense qu'un portefeuille doit pas être statique. Il doit évoluer en fonction de l'environnement économique. Et l'environnement économique, il y a plusieurs prismes pour l'étudier. Parce que vous avez des moments où c'est inflationniste, des moments où il y a de la déflation, des moments où vous avez là, par exemple, l'inflation dans les actifs financiers, mais vous pouvez avoir
un environnement déflationniste dans l'économie. Et des fois, il y a des moments où il y a des conjonctions des deux. Et là, on a eu un peu la conjonction des deux. Parce qu'on a eu la hausse. Bon, il y a eu le trou d'air du Covid 2020, mais qui a été effacé, puis on est parti, on a monté jusqu'à fin 2022. Bon, là, on consolide, on revient, on essaye de tenter de revenir vers les plus hauts. Il y a donc à l'intérieur, il y a la gestion de la croissance économique. Donc, pareil, faut être prudent par rapport à ça, mais ça donne un peu des éléments pour prendre des fonds avec des secteurs, avec des pays différents. L'environnement, comme je le dis aujourd'hui sur l'assurance vie ou un PER ou un PEA, moins dans le PEA, parce que le PEA, en fait, il est plus fermé. Vous ne pouvez pas trop avoir d'immobilier. Il y a un fonds Lixor PEA sur l'Europe, hein, c'est le Lixor PEA Nareit immobilier, qui est déjà pas mal. Enfin, aujourd'hui, avec les ETF et avec les fonds diversifiés, et puis dans les assurances vie, il rentre aussi des SCI, des SCPI, il y a plein de choses. On a même des fonds. Moi, je dis celui que j'ai chez Meilleur Taux, avec l'assureur Spirica, qui est une filiale du Crédit Agricole. On a vraiment de tout. On a même des fonds. On a même des fonds sur le dollar. On a certains fonds qui sont cotés dans leur monnaie d'origine, donc ça permet même de prendre plus ou moins des positions qui sont pas neutralisées par la couverture de change. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ces marchés. Alors c'est sûr, on prend des positions un petit peu plus long terme, on va être moins offensif qu'un trader de court terme ou swing trading ou intraday trading. Mais on va quand même avoir des opérations dans l'année, des fois quelques-unes par mois, en diversifiant un peu le portefeuille. Et des opportunités, il y en a souvent. Par contre, on est moins la tête focalisée pour faire des allers-retours, quoi. Si on trouve une bonne opération, bon, on va la garder 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Bon, si on s'est trompé, on coupe et on paye la petite perte assez rapidement. Même dans le patrimonial, moi, je trouve, garder une ligne qui est fondamentalement baissière, ou alors par rapport au niveau de répartition, on garde des enveloppes, c'est-à-dire on n'est pas à zéro sur tout, mais si une ligne est vraiment pas bonne, bah, à l'intérieur de son package, on va la couper, ce qui fait qu'on va être vraiment dynamique. Donc moi je disais tout à l'heure le portefeuille de Harry Brown, lui disait faut avoir 20% de chaque. Mais même se dire bah ouais j'ai 20% d'immobilier dans mon portefeuille, j'ai 20% sur les matières premières, j'ai 20% d'obligations et puis 20% d'actions internationales et 20% d'actions du pays où on est, c'est-à-dire l'Europe par exemple quand on est européen. Bon, c'est pas mal, mais après on peut faire varier à l'intérieur des enveloppes. Et à un moment sur l'or, là en ce moment c'est typiquement une période, on pourrait même monter dans le portefeuille à 30%. Pourtant, si vous allez interroger un CGP, un conseiller de gestion de patrimoine, il vous dira non, l'or jamais plus de 5%, voire 10% dans les portefeuilles. C'est absurde. C'est absurde. Parce que justement, l'or, ça marche pas bien dans les périodes où c'est déflationniste. Donc là, je suis d'accord, on va avoir 5% d'or parce que c'est un peu une assurance contre les crashs, l'or. Parce qu'à chaque fois que les marchés sont perturbés, l'or monte fortement. Donc, dans la thématique, avoir une assurance, pourquoi pas? Mais en même temps, quand les marchés sont favorables, pourquoi ne pas augmenter et avoir une poche qui est beaucoup plus grosse? Et il y a un truc aussi qu'il faut penser à faire, c'est du dynamique inverse. C'est quand une poche, elle a bien monté et qu'on voit que le potentiel il est limité, on la redéploie, on la ramène vers son 20%. Et comme ça, là, on profite de tous les mouvements de marché. Et moi, je dis souvent, et c'est marrant parce que tout à l'heure, on discutait avec Philippe Lermy, avec un jeune justement qui faisait la spéculation. On lui a dit, tu te mets en danger, hein, tu peux sauter. Et avec Philippe, on se disait, ah oui, de toute façon, le mieux dans les marchés, c'est d'abord commencer par pas perdre de capital, et ensuite, les bénéfices y viennent, tout seuls. C'est pour ça d'avoir à la fois des approches conservatives pour pas avoir trop de pertes de capital et puis en même temps innover un peu parce que
moi, je trouve que la gestion de patrimoine, c'est quelque chose, c'est comme la belle endormie, quoi. C'est si vous écoutez les CGP, c'est déprimant. Mais comme je dis, c'est un modèle, il est facile à répliquer, il est facile à mettre en œuvre et n'importe qui peut le suivre. Moi, ce que je propose, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'investissement à mettre dedans. Bon, c'est sûr, moi, là, j'ai pas encore fait de site un peu pour suivre et publier tout le portefeuille, mais je vais en faire un. Là, j'ai commencé à écrire un livre, donc après, je vais amener pas mal de choses derrière. Peut-être l'année prochaine, par exemple. Alors, je vais avoir une question pour toi également, c'est, étant donné que tu réajustes les parts que tu accordes à tes différents produits, quels sont les outils que tu pourrais donner, quelles sont les méthodes que tu pourrais donner aux personnes qui t'écoutent pour réajuster au bon moment, hein, parce que le timing c'est important hein, en bourse, pour maximiser, on va dire, ses profits au bon moment, sur le bon produit, on va dire, du moment, tel que c'est le cas en ce moment avec l'or. Bah, je dirais les outils là, j'ai présenté les graphiques long terme, ça donne plutôt des éléments pour arbitrer. Après, faut faire de l'analyse technique classique. Hein. Moi, au départ, je vous l'ai dit, je suis un analyste technique. Donc moi, je regarde les marchés. Quand les marchés sont sur des sommets, bon, je dirais, moi, j'aime bien cette approche un tiers, deux tiers. Bon, si on prend une bonne position sur quelque chose, on voit que là, on est sur des sommets et ça risque de plus fonctionner. Bon, on peut prendre 2 tiers de bénéfices hein, et puis garder un petit tiers, comme on dit, la poire pour la soif. Puis si on voit vraiment que le marché tombe, bon, hop, on coupe la dernière partie. Et après, on peut y aller graduellement, hein, parce que, comme je dis, hein, on peut suivre le marché américain. Des fois, le marché américain, il performe pas. Des fois, on a là, en ce moment, c'était l'Europe. Bon, après, il faut quand même suivre les marchés en eux-mêmes. Ce que je fais quand je regarde avec les matières premières, le pétrole, l'or, ça donne des éléments pour pouvoir arbitrer. Donc justement sur l'or, comment faire pour le suivre facilement, pouvoir après sortir, sur quels outils, à quels supports? Les supports, par exemple sur l'assurance vie où je suis là, meilleur taux, vous avez au moins une dizaine de fonds or. Hein. Il y a BGF World, il y a un truc, le Nysarka Gold de chez Lixor, que j'ai en ce moment. Il y a CPR Goldmine, il y a Edmond Rothschild Goldmine, j'en ai pas, mais parce que je préfère CPR. J'en ai un que j'aime beaucoup, c'est AXA Or et Matières Premières, parce que celui-là, il a la particularité d'avoir 2 tiers d'or et 1 tiers de pétrole. Donc, comme je pense que le pétrole, il peut réaccélérer à tout moment, et là, on a des prémices, d'avoir AXA Or, c'est pas mal, c'est 1 tiers de pétrole. Après, j'ai des fonds SG Énergie, qui lui, il est assez intéressant, le fonds SG Énergie, parce que il est sur ses moyens mobiles, on voit qu'il a envie de se casser la gueule, mais il se casse pas la gueule. Donc, ça veut dire comme s'il y en avait encore sous le pied, et qui, bon, le fond, on voit bien, il veut pas. Il veut pas se péter la gueule, donc bon. Le problème des fonds, c'est aussi leur coût, quoi. Dans une assurance vie, c'est 0. Moi, j'ai arbitrage 0. Ah, bon. Boursorama, c'est pareil. Il y a des fonds à 0, il y a des trackers à 0, il y a tout ça. Et si vous travaillez là-dedans, j'ai parlé tout à l'heure du PEA. Le PEA, vous avez même le fonds Lixor qui permet de vendre le SP500. Donc il y a plein de choses. C'est une enveloppe fiscale, le PEA. Ça vous permet quand vous commencez à sortir de l'argent du PEA, la règle c'est que vous ne pouvez plus en rentrer. Donc quand vous commencez à en sortir, après vous pouvez en réouvrir un autre, après il faut attendre les 5 ans que ce soit pleinement défiscalisé. Après je veux dire, c'est vos choix. Là on va pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant de se positionner et de réfléchir un peu. Moi, c'est une méthodologie que je propose, je vais écrire un livre dessus et je développerai des choses dedans. Parce que je trouve que les approches des CGP sont super conservatives. Et ils s'autorisent pas. Puis bon, on a vu les performances. Hein. Les portefeuilles 60-40, ils ont pris moins 30 l'année dernière.
Bon, moi, j'avoue, j'ai ramé et j'ai été légèrement positif. J'ai ramé, j'ai fait plein d'opérations et comme il fallait être super dynamique, je l'étais encore pas autant. J'aurais dû être ma part de trader que j'avais avant. Mais je me disais sur ces enveloppes-là, bon, on va pas être aussi. Des fois, quand il y a confirmation que ça va pas, on peut arbitrer. Hein. Il y a plein de supports et il y a plein de. Je veux dire, il y a toujours des moments de marché où on peut se positionner. Alors l'intérêt dans ces enveloppes-là, c'est d'essayer de travailler 1, 3 mois, 6 mois, si l'année est positive. Là, il y a jusqu'en fin 2022, il y avait, on pouvait rester en position. Hein, on arbitrait une fois dans l'année, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode de Warren Buffett? La méthode de quoi? Warren Buffett. J'irais, j'en suis très 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 loin. Moi, je suis plus axé, comme je vous l'ai dit, analyse technique. Excusez-moi, merci. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire cette fois-ci sur l'analyse fondamentale? Parce que j'ai compris que tu es très porté sur l'analyse technique. Tu peux nous en dire quelque chose? L'analyse fondamentale, moi, franchement, j'y crois pas trop. Moi, j'ai mon frère, il était directeur à la Société Générale, directeur des analystes. Hein. Il était directeur de la recherche à SG. Hein. Il avait 140 analystes sous ses ordres. Moi, je trouve pas l'analyse fondamentale, ça doit fonctionner pour des gens, mais moi, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Moi, je fais de l'analyse. Moi, quand je regarde les marchés et que je les compare, je fais une forme d'analyse fondamentale, parce que je regarde des ratios entre des trucs, mais c'est encore très proche de l'activité de base d'un analyste technique. Il y a un gars qui est excellent, mais il écrit aux États-Unis. Je le connais, je l'ai rencontré. C'est John Murphy. John Murphy, il a écrit Intermarket Analysis et il est très très bon. Si vous voulez travailler sur l'intermarché, et c'est une des personnes qui m'a donné les ressorts pour cette méthode. C'est un de ceux qui m'ont donné un background de raisonnement. Que lui, il dit, il faut regarder dans quelle conjoncture on est, et regarder la conjoncture, c'est comparer entre des marchés pour comprendre, on a une belle croissance économique, on a un environnement de déflation, là on a une belle croissance économique, mais on commence à rentrer dans une période très inflationniste, puis après on va gérer entre les deux, quoi. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voyez quoi pour 2023 dans les mois qui viennent? J'ai un peu expliqué au début. Je pense que les marchés là, c'est compliqué. Si tu veux, tu peux remettre le graphique de l'or avec le SP500. Donc sur ce graphique-là, vous avez le ratio du SP500 divisé par l'or. Et là, on a cassé ici. Et il n'est pas tout à fait à jour. Hein, il doit être en retard d'un mois. Mais là, avec l'or qui monte et l'USP qui baisse, on a cassé un trend où là, ça existe depuis 2009. Hein, c'est la tendance haussière du marché SP500 par rapport à l'or. Donc là, l'or est en train de commencer à performer et en même temps, le SP500, lui, ne marche plus. Donc, c'est un peu la confirmation qu'on est dans une période inflationniste. Et si tu montes l'autre graphique, voilà, celui-là. Alors là, vous avez un graphique où il y a le Dow Jones avec les périodes inflationnistes. C'est quand vous avez CPI up. CPI, ça veut dire Consumer Price Index. C'est l'indice des prix américains. Donc là, on a une période inflationniste. Le marché, il est en zigzag. Là, on a la guerre de 39-45. Le marché est à nouveau en zigzag. Là, on a la grande période inflationniste qui nous a tous déglingués. Enfin, ceux qui sont pas tout jeunes, eh bien, on voyait le Dow Jones, il passait pas 1000, et puis c'était des montagnes russes, mais voilà, c'était du à plat. Là, on rentre dans une grosse période. Bon, là, ce graphique, il s'était arrêté en 2009. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est un graphique de stock charts. Bon, moi, ce que j'aime bien, ce que ce graphique il montre, c'est quand on est dans une période inflationniste, les marchés, ils dépassent plus leur sommet, ils montent, ils baissent. Donc,
Pour un trader, c'est parfait. De temps en temps, le marché va baisser, donc vous pouvez tenter des stratégies de vente. Ça va faire un peu d'argent. Quand on a atteint un nouveau point bas, on rachète, on remonte en haut, et puis il faut attendre la vraie sortie de la période inflationniste, parce qu'à chaque fois, ça s'est vérifié, c'est ce que ce graphique prouve. Vous avez des hausses du Dow Jones qui font 1000%, voire plus. Là, celle-là, le Dow Jones 500%, là 523, là 1447. Quand on est sorti de 2012, on a fait 3000%. 3000%. Wow. Ouais. Bon, bah oui, le Dow Jones, il était à 12 000, il est monté à 33 000. Donc, bon, ça fait à peu près... 3000%. Bah, voilà. Donc, si vous voulez, à chaque fois que vous avez ces périodes inflationnistes, c'est mauvais pour les marchés. Bon, par contre, il y a l'or qui performe, il y a les matières premières qui fonctionnent. En fait, quand on regarde en fonction du cycle, on a des typologies. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de la ligne droite. Hein. L'or, ça monte, ça descend. C'est violent, les mouvements dans l'or. Mais globalement, on a un sens. Et quand je dis on travaille sur le long terme, c'est qu'on ne se fait pas peur, on regarde efficacement la conjoncture où on en est, et après on prend des positions. Bon, on essaye de pas trop se faire ouvrir quand même, mais on prend des positions et après on essaye de les tenir et de les faire se développer. De toute façon, les marchés vous donnent rien sans mal. Hein. C'est faut un peu faire comme on dit. Comme John, il disait tout à l'heure, je le traduisais, il disait « You haven't made your due diligence ». C'est-à-dire, en fait, t'as pas fait tes petits devoirs, t'as pas fait ton analyse propre, t'as pas fait ce que tu devais faire. Bon, bah, tu te prends une claque. Qu'est-ce que vous pensez de Jordan Belfort? De qui? Jordan Belfort. Le Loup de Wall Street. Ouais. Ouais, c'est... Un bon spéculateur. Oui, c'est un bon spéculateur, mais en même temps, bon, on voit que ça lui est monté au cerveau. Hein. Je crois que l'effet cocaïne aussi, il a marché. Hein. Ça a très très bien marché même. Donc tu as prévu de nous sortir un livre prochainement, c'est bien ça? Ouais. Et il sort quand, ton livre? Si tu veux, je sais pas trop parce que j'ai pas encore négocié avec un éditeur. En fait, si tu veux, j'ai des idées à la fin. À la fin, je voudrais aussi faire peut-être des modules vidéo. Et puis j'ai, en fait, Un livre dynamique alors. cette difficulté aussi quand tu fais l'approche que j'ai décrite là, avec les 4 niveaux patrimoniaux. Là, il y a une petite fintech, mais qui commence à bien marcher. Le patron là de meilleur taux, il a été discuté avec lui. En fait, il s'appelle Finari. Et en fait, ils vont proposer une interface qui intègre tout ce que tu peux avoir en assurance vie, en PEA, en tout ça, pour avoir un tableau de bord unique, une vue structurée, patrimoniale. Donc ça m'intéresse parce que sinon, faut se faire des tableaux Excel, faut avoir un peu d'outils. À la limite, je pourrais les construire et puis bon. Mais s'il y a une boîte qui le fait, et je pense de toute façon aujourd'hui on est dans un moment qui est très intéressant parce qu'au niveau de technologie il y a plein de choses qui se développent. Puis même je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rendiez compte, que dans les assurances vie et dans les PER vous pouvez intervenir. Simplement il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a quelques assureurs qui permettent de faire ça, d'avoir une fenêtre sur tout, de l'immobilier, du private equity, des fonds obligataires sur l'Asie avec un peu de chinois, un peu de tout ça. On en discutait tous les deux. Moi, il y a un gars que j'aime beaucoup, c'est Charles Gave. Je sais pas si ça vous dit, si vous connaissez. Charles Gave, il parlait d'un portefeuille antifragile avec de l'or et puis des obligations chinoises et puis 10 actions françaises absolument pas connectées. Parce que lui, il a une haine de Macron, de l'administration et de tout ça. Il dit 10 actions qui ne sont pas connotées avec l'État et qui sont vraiment des actions libres. Et il a publié, ça marche bien, c'est pas mal. Pendant que les marchés baissaient, lui, il a fait des petits gains. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Bon. Philippe Thévenot, merci beaucoup pour ta participation à cette interview. Merci à toi, merci au public d'avoir interagi et puis de s'être déplacé. Merci beaucoup, messieurs, dames. On peut l'applaudir.